Quand j'étais enceinte de jumeaux et que je souffrais de terribles douleurs de travail, j'ai demandé à mon mari de m'emmener à l'hôpital. Alors que nous étions sur le point de partir, ma belle-mère nous a vus et a dit « Où essayez-vous d'aller ? Viens plutôt nous emmener, ta sœur et moi, au centre commercial. » Alors, il a carrément refusé de m'emmener et a dit « N'ose même pas bouger jusqu'à ce que je revienne. » Mon beau-père a ajouté « Elle peut bien attendre quelques heures. Ce n'est pas si grave. » Ils m'ont tous laissé là, plié en deux par la douleur. Une vieille amie est passée par hasard et m'a aidé à me rendre à l'hôpital. Soudain, mon mari a fait irruption dans la salle de travail en hurlant « Arrête cette comédie. Je ne vais pas gaspiller mon argent pour ta grossesse. » Quand je l'ai traité d'avare, il m'a attrapé par les cheveux et m'a violemment giflé. J'ai crié de douleur. Puis, il a frappé mon ventre de femme enceinte avec son poing. Ce qui s'est passé ensuite était choquant. Les contractions ont commencé vers 15 heures. Une douleur aiguë et fulgurante irradiait dans mon abdomen, chaque vague plus intense que la précédente. Je me suis agrippée au comptoir de la cuisine, mes jointures blanchissant sur la surface en marbre tandis que la sueur perlait sur mon front. « Travis » ai-je appelé, la voix tendue. « Travis, je dois aller à l'hôpital. Les bébés arrivent. » Mon mari est sorti du salon où il regardait la télévision avec ses parents. Enceinte de 38 semaines de jumeaux, j'avais des contractions de Braxton X depuis des semaines, mais cette fois, c'était complètement différent. C'était le vrai travail, et chaque instinct dans mon corps hurlait que quelque chose n'allait pas. Travis a attrapé ses clés de voiture sur le crochet près de la porte. Pendant un instant, le soulagement m'a envahi. Malgré tout ce que sa famille m'avait fait subir pendant cette grossesse, il allait sûrement être à la hauteur maintenant. Sûrement, il comprenait la gravité de la situation. « Allons-y » a-t-il dit en prenant mon bras. Nous avons fait exactement 3 pas vers le garage avant que la voix de sa mère ne fende l'air comme un couteau. « Où comptez-vous aller comme ça » a exigé Déborah, se plaçant entre nous et la porte. Derrière elle, la sœur cadette de Travis, Vanessa, souriait d'un air narquois en faisant tournoyer son sac de créateur à son doigt. « Viens plutôt nous emmener, ta sœur et moi, au centre commercial. Les soldes chez Nordstrom se terminent aujourd'hui, et il me faut absolument ce sac à main que je t'ai montré. » Je l'ai dévisagé, incrédule. Une autre contraction montait. « Déborah, je suis en train d'accoucher. Les jumeaux. »« Oh, s'il te plaît, » dit-elle en balayant ma remarque d'un revers de main. Les primipares réagissent toujours de manière excessive. Mon propre travail pour Travis a duré 16 heures. Tu as tout ton temps. Travis regardait alternativement sa mère et moi, sa mâchoire se contractant. Mon cœur s'est serré en reconnaissant l'expression sur son visage. Après 3 ans de mariage, je connaissais ce regard. Il allait céder à ses exigences. « Travis » ai-je murmuré en m'agrippant à son bras. « S'il te plaît, je sens que quelque chose ne va pas. » « N'ose pas bouger jusqu'à ce que je revienne » a-t-il lâché sèchement, se dégageant de mon emprise. Sa voix avait une dureté que je ne lui avais jamais entendue, froide et autoritaire. Son père, Gérald, est apparu dans le couloir, un journal plié sous le bras. « Elle peut bien attendre quelques heures. Ce n'est pas si grave. » Il a tapé sur l'épaule de Travis. « Les femmes accouchent depuis la nuit des temps. Emmène ta mère faire les magasins. Elle attend ça depuis toute la semaine. » J'ai ouvert la bouche pour protester, mais Travis poussait déjà sa mère et sa sœur vers la porte. Déborah m'a jeté un regard triomphant par-dessus son épaule, ses lèvres esquissant un sourire satisfait. « Repose-toi sur le canapé » a crié Travis sans me regarder. « Je serai de retour dans quelques heures. » La porte a claqué. Gérald est retourné dans son bureau sans un mot de plus. Le bruit du moteur de la voiture s'est estompé au loin, me laissant seule dans la maison avec une douleur qui semblait me déchirer de l'intérieur. Je me suis effondrée sur le canapé, les larmes coulant sur mon visage. Comment en étais-je arrivée là? Comment l'homme qui m'avait autrefois promis de m'aimer et de me protéger venait-il de franchir la porte alors que j'étais en train d'accoucher de ses enfants? 20 minutes ont passé. Les contractions se rapprochaient, à peine 3 minutes d'intervalle.
J'ai cherché mon téléphone avec des mains tremblantes, mais ma liste de contacts était floue devant mes yeux. Mes parents étaient en croisière pour fêter leur 40e anniversaire. Ma meilleure amie, Kimberly, avait déménagé à Portland le mois dernier. Tous les autres numéros appartenaient à la famille de Travis ou à des amis communs qui prenaient toujours son parti. Une autre contraction m'a frappée. Celle-ci était si puissante que j'ai crié. Quelque chose de chaud a coulé le long de ma jambe. J'avais perdu les os. La panique m'a saisi. J'avais besoin d'aide immédiatement. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ne coopéraient pas. La pièce tournait autour de moi, et j'ai réalisé avec horreur que je pourrais accoucher seule sur ce canapé, ou pire, que mes bébés pourraient ne pas survivre si je n'obtenais pas d'aide médicale rapidement. La sonnette a retenti. Un instant, j'ai cru l'avoir imaginé. Puis elle a sonné de nouveau, suivie d'un coup à la porte. « Allô, il y a quelqu'un ?» J'ai reconnu cette voix. Lorraine. Lorraine Mitchell, ma colocataire d'université que je n'avais pas vue depuis presque 2 ans. Nous avions perdu contact après la remise des diplômes, nos vies ayant pris des chemins différents. « Lorraine » ai-je crié. « Aide-moi, s'il te plaît. » La poignée de la porte a tourné. Dieu merci, j'avais oublié de la verrouiller après le départ de Travis. Lorraine a fait irruption, ses yeux s'écarquillant en voyant mon état. « Oh mon Dieu, tu es en train d'accoucher. » Elle s'est précipitée à mes côtés, le visage pâle. « Où est Travis ? Où est ta famille ? » Parti, ai-je haleté entre 2 contractions. Faire les magasins. S'il te plaît, Lorraine. Quelque chose ne va pas. La douleur. C'est trop. Lorraine n'a pas perdu de temps en question. Elle a sorti son téléphone et a composé le 911, puis a passé son bras autour de moi, m'aidant à me diriger vers la porte. Sa voiture était garée dans l'allée, le moteur tournant encore. Elle était juste passée déposer une invitation de mariage, m'a-t-elle expliqué plus tard. Pure coïncidence. Intervention divine. Appelez ça comme vous voulez, son timing m'a sauvé la vie. Le trajet jusqu'à l'hôpital Merci Général a été un flou de douleur et de peur. Lorraine a grillé tous les feux rouges, sa main serrant la mienne pendant que je hurlais à travers les contractions. Le personnel des urgences nous a accueillis à l'entrée avec un fauteuil roulant. En quelques minutes, on me transportait d'urgence vers une salle d'accouchement. Les bébés sont en détresse, a annoncé une infirmière, le visage grave en étudiant les moniteurs fœtaux. Nous avons besoin du docteur Patterson ici, maintenant. Les 30 minutes suivantes ont été un chaos. Médecins et infirmières s'affairaient autour de moi, leurs voix urgentes mais professionnelles. Le rythme cardiaque d'un des bébés chutait. Il pourrait avoir besoin de faire une césarienne d'urgence. Quelqu'un me posait des questions sur mes antécédents médicaux, mais j'avais du mal à me concentrer pour répondre. Puis les portes de la salle d'accouchement se sont ouvertes avec une telle force qu'elles ont heurté les murs. Travis se tenait dans l'embrasure, le visage rouge de fureur. Sa mère et sa sœur l'encadraient, toutes deux semblant tout aussi indignées. Comment il m'avait trouvé si vite, je l'ignorais. Peut-être que l'hôpital avait appelé le numéro de contact d'urgence dans mon dossier. « Arrête cette comédie », a hurlé Travis en se dirigeant vers mon lit. Un agent de sécurité a tenté de l'arrêter, mais il l'a repoussé. « Je ne vais pas gaspiller mon argent pour ta grossesse. » La pièce est tombée dans le silence, à l'exception des bips des moniteurs. Même à travers ma douleur, je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Les infirmières échangeaient des regards choqués. Le docteur Patterson s'est interrompu en plein examen. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je réussi à halter. « Tu m'as bien entendu ?» a grogné Travis. « As-tu la moindre idée de ce que la virée shopping de ta mère m'a coûté ? 600 $ pour un sac à main. Et maintenant, tu es là à accumuler des factures d'hôpital parce que tu ne pouvais pas attendre quelques heures. Quelque chose en moi a cédé. Peut-être la douleur. Peut-être la peur pour mes bébés. Ou peut-être que c'était le résultat de 3 ans à me taire qui atteignait enfin sa limite. Avare, ai-je craché. Tu es l'homme le plus avare et le plus égoïste que j'ai jamais rencontré. Sa main a bougé plus vite que je n'aurais pu le prévoir.
Il a attrapé une poignée de mes cheveux, tirant ma tête en arrière. La gifle qui a traversé mon visage a résonné dans la pièce, nette et brutale. Des étoiles ont explosé dans ma vision. Travis, arrête. La voix de Lorraine venait de quelque part derrière lui. Mais il n'avait pas fini. Son visage était tordu de rage. Travis a armé son poing et l'a enfoncé directement dans mon ventre de femme enceinte. La douleur était indescriptible. Pire que n'importe quelle contraction, pire que tout ce que j'avais jamais ressenti. J'ai hurlé, un son que je n'ai pas reconnu comme étant ma propre voix. Les moniteurs se sont mis à biper frénétiquement. Les alarmes ont retenti. Code bleu. Code bleu, a crié quelqu'un. Ce qui s'est passé ensuite, c'était comme regarder un film en accéléré. Des agents de sécurité ont plaqué Travis au sol. Le docteur Patterson criait des ordres que je ne comprenais pas. Deborah hurlait à propos de poursuites judiciaires et de réputation familiale. Lorraine était au téléphone et j'ai saisi les mots « police » et « agression ». Puis tout est devenu noir. Je me suis réveillée dans une salle de réveil 2 jours plus tard. L'odeur stérile d'antiseptique emplissait mes narines. Des néons bourdonnaient au-dessus de ma tête. Pendant un instant, je ne me souvenais plus où j'étais ni pourquoi tout mon corps me faisait mal. Puis tout m'est revenu en mémoire. L'accouchement, Travis, le coup de poing. Mes mains se sont envolées vers mon ventre. Plat. Vide. Non, ai-je murmuré, la terreur s'emparant de mon cœur. Non, non, non. Elles vont bien, a dit une voix douce. Lorraine est apparue à mon chevet, les yeux rougis par les larmes. Tes bébés vont bien. 2 magnifiques filles, 2,3 kg et 2 kg. Elles sont en néonatologie, mais les médecins disent qu'elles vont s'en sortir. Le soulagement m'a frappé si fort que j'ai commencé à sangloter. Lorraine m'a tenu la main pendant que je pleurais, sans rien dire, juste en étant là. Depuis combien de temps suis-je inconsciente, ai-je réussi à demander. 2 jours. Tu as eu une césarienne d'urgence. Il y a eu des complications dues au traumatisme, et ils ont dû te garder sous sédatif le temps de tout stabiliser. Et Travis, ai-je finalement demandé d'une voix faible. L'expression de Lorraine s'est durcie. Arrêtez. Il est accusé d'agression, de violence domestique et de mise en danger d'enfants à naître. L'hôpital a les enregistrements de sécurité de tout ce qui s'est passé dans la salle d'accouchement. Plusieurs témoins ont fait des dépositions. Elle a fait une pause. Il y a un inspecteur qui veut te parler quand tu seras prête. Au cours des semaines suivantes, pendant que je me remettais à l'hôpital et que mes filles prenaient des forces dans leur couveuse, le tableau complet s'est dessiné. J'ai quitté l'hôpital après 10 jours, mais les jumelles ont dû rester plus longtemps. Chaque jour, je retournais à l'hôpital pour passer des heures en néonatologie, les regardant, les touchant à travers les pores des couveuses, priant pour qu'elles deviennent plus fortes. L'inspectrice Morrison était une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique. Elle s'est assise près de mon lit d'hôpital et m'a exposé tout ce qu'ils avaient découvert. Travis vidait nos comptes bancaires communs depuis des mois, transférant de l'argent à sa mère et à sa sœur. L'hypothèque de notre maison avait 3 mois de retard. Il avait souscrit des cartes de crédit à mon nom sans que je le sache et les avait utilisées jusqu'au plafond. Nous étions noyés sous des dettes dont j'ignorais l'existence. Votre mari a un problème de jeu, a dit doucement l'inspectrice Morrison. Depuis des années, selon ses parents. Il le couvrait, utilisant votre argent pour couvrir ses pertes. J'étais anesthésiée. 3 ans de mariage et je n'avais jamais rien su. Toutes ces nuits où il prétendait faire des heures supplémentaires. Tous ces voyages d'affaires qui semblaient surgir à la dernière minute. J'avais été si confiante, si naïve. Que va-t-il se passer maintenant, ai-je demandé. Cela dépend de vous. Vous pouvez porter plainte. Vous devriez porter plainte. Ce qu'il vous a fait, avoué à vos enfants, est inadmissible. Aucune caution n'a été fixée en raison de la gravité de l'agression. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre d'hôpital, vers l'unité de néonatologie où mes filles reposaient dans leur couveuse. Minuscule, parfaite, innocente.
Elle méritait mieux qu'un père qui frapperait littéralement sa femme enceinte au ventre. Je veux porter plainte, ai-je dit fermement. Pour chaque chef d'accusation que vous pourrez retenir contre lui. L'inspectrice Morrison a souri. J'espérais que vous diriez ça. L'inspectrice a sorti un épais dossier de sa mallette. Avant de continuer, je dois vous montrer autre chose que nous avons découvert lors de notre enquête. Elle a étalé plusieurs photographies sur ma table de chevet. Des relevés bancaires, des reçus, des captures d'écran de messages textes. Mes mains tremblaient en prenant l'un des documents. C'était un reçu d'un casino d'Atlantic City datant de 3 semaines. 23 000 $ de jetons achetés. Le numéro de la carte de crédit m'était familier car j'avais mémorisé tous nos numéros de compte en mettant en place les paiements automatiques. C'est ma carte, ai-je murmuré. Une des 7 que nous avons trouvées qu'il a ouverte à votre nom, a dit l'inspectrice Morrison d'une voix douce mais ferme. La dette totale sur toutes ces cartes est d'environ 89 000 $. Aucune des cartes n'a été payée depuis au moins 4 mois. La pièce a vacillé. 89 000 $. J'avais travaillé à temps partiel de la maison pendant ma grossesse, faisant de la conception graphique en freelance pour contribuer à nos économies pour les bébés. Chaque centime que je gagnais était allé dans ce que je pensais être notre compte d'épargne commun. J'étais si fière du pécule que nous constituions. Où est passé tout notre argent? Ma voix s'est brisée. L'inspectrice Morrison a sorti un autre document. Votre compte courant commun montre des transferts répétés vers un compte au nom de votre belle-mère. 58 transferts au cours des 14 derniers mois, allant de 5 cents à 3 000 $ chacun. Le total s'élève à un peu moins de 42 000 $. J'ai eu la nausée. Toutes ces fois où Déborah s'était vantée de ses virées shopping, de ses journées au spa, de ses escapades de week-end avec Vanessa. Toutes ces fois où elle avait fait des commentaires désobligeants sur la façon dont je devrais mieux m'habiller ou conduire une plus belle voiture. Elle dépensait mon argent tout en me critiquant de ne pas en avoir assez. Il y a plus, a continué l'inspectrice. Travis a également souscrit une deuxième hypothèque sur votre maison sans que vous le sachiez. Il a falsifié votre signature sur les documents. C'est une fraude fédérale en plus des accusations au niveau de l'État. Combien? J'ai à peine pu prononcer les mots. 115 000 $. L'argent a été retiré en espèces sur une période de 3 mois. J'ai fait le calcul dans ma tête. 89 000 $ de dette de carte de crédit. 42 000 à sa mère. 115 000 de la deuxième hypothèque. Cela faisait 246 000 $ envolés. Nous pensons que la majeure partie a servi à couvrir des dettes de jeu, a expliqué l'inspectrice Morrison. Travis fréquentait des casinos dans 3 États différents. Nous avons réclamé ces dossiers auprès de ces établissements. Apparemment, il avait mis en colère des gens dangereux avec des dettes impayées. Une pensée m'a traversé, glaçant mon sang. Étais-je en danger? Mes bébés étaient-ils en danger à cause de ces gens? L'expression de l'inspectrice m'a tout dit. Nous enquêtons là-dessus. Nous avons trouvé des messages menaçants sur un téléphone prépayé que nous avons découvert dans la voiture de Travis. Rien qui ne vous mentionne spécifiquement, mais les menaces étaient suffisamment sérieuses pour que nous maintenions un service de sécurité à cet étage jusqu'à ce que nous puissions déterminer toute l'étendue de la situation. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte, prenant soudain conscience de l'officier en uniforme qui se tenait juste à l'extérieur. J'avais supposé qu'il était là à cause de l'arrestation de Travis, mais maintenant je comprenais. Mon mari s'était accoquiné avec des usuriers ou des bookmakers, des gens qui ne se souciaient pas des subtilités juridiques quand ils voulaient récupérer leur argent. Que puis-je faire? L'impuissance était écrasante. Comment protéger mes filles de tout ça? C'est là que la bonne nouvelle arrive. L'inspectrice Morrison a sorti encore un autre document. Parce que Travis a commis une fraude en falsifiant votre signature, vous n'êtes pas légalement responsable des dettes qu'il a contractées. Nous avons déjà contacté les sociétés de cartes de crédit et le prêteur hypothécaire. Ils annulent les frais et poursuivent Travis pour le montant total. Votre crédit sera restauré et la deuxième hypothèque sera annulée. Le soulagement et la fureur se battaient en moi. Soulagement de ne pas être noyé sous les dettes.
Fureur que Travis nous ait mis dans cette situation. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment n'avais-je pas vu ce qui se passait? Ne vous blâmez pas, a dit l'inspectrice Morrison en lisant mon expression. Ces hommes, ils sont très doués pour cacher leurs addictions. Ils mentent, ils manipulent, ils créent des histoires complexes. Vous n'êtes pas la première épouse à être prise au dépourvu par cela, et malheureusement, vous ne serez pas la dernière. Au cours des jours suivants, d'autres détails ont émergé. Les parents de Travis connaissaient son problème de jeu depuis des années. Ils le couvraient depuis qu'il était à l'université, le sortant de ses dettes, trouvant des excuses pour son comportement. Quand il m'a rencontré, Deborah avait apparemment été ravie, pensant que je serais une autre source de fonds pour soutenir l'addiction de son fils. Gérald l'avait même admis à la police lors de son interrogatoire. Nous pensions que le mariage le calmerait, avait-il dit. Mieux géré. Comme si son addiction au jeu n'était qu'un problème de budget. Un après-midi, Lorraine m'a apporté mon ordinateur portable pour que je puisse commencer à trier le désastre financier depuis mon lit d'hôpital. Ma boîte de réception était inondée d'avis de retard, d'avertissements de recouvrement et d'alertes d'activités suspectes que j'avais manquées ou que Travis avait supprimées avant que je puisse les voir. Comment a-t-il accédé à mes emails, ai-je demandé à Lorraine, qui était assise à côté de moi, buvant un horrible café de la cafétéria de l'hôpital et me tenant compagnie pendant que je travaillais. Il a probablement installé un logiciel espion sur ton téléphone, a-t-elle dit d'un air sombre. Ajoute ça à la liste des violations. J'ai passé en revue chaque compte, chaque mot de passe, chaque parcelle de ma vie numérique. Travis lisait mes emails, surveillait mes messages textes, suivait ma position. La violation me semblait presque aussi grave que l'agression physique. Il m'avait contrôlé de manière que je n'avais même pas reconnue. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité, mais Lorraine m'a fait un signe de tête encourageant. C'était un numéro bloqué de la prison. La voix de Vanessa est parvenue, vive et accusatrice. Tout ça, c'est de ta faute. Sais-tu ce que tu as fait à notre famille? J'aurais dû raccrocher. Au lieu de ça, quelque chose en moi a craqué. Ce que j'ai fait? Ton frère m'a frappé au ventre alors que j'accouchais de ses enfants. Ta mère a préféré le shopping à la vie de ses petits-enfants. Ton père a tout permis. Je n'ai rien fait d'autre que de survivre à ce que votre famille m'a fait subir. Travis a fait une erreur, a sifflé Vanessa. Une seule erreur et tu détruis toute sa vie pour ça. Une erreur? Ma voix s'est élevée. Il m'a volé près $250 000. Il a falsifié ma signature. Il a surveillé mon téléphone à mon insu. Il m'a laissé seule pendant un accouchement à haut risque. Et puis il m'a agressée devant une salle pleine de témoins. Ce n'est pas une erreur, Vanessa. C'est un schéma d'abus et de comportement criminel. Tu es juste vindicative parce que tu ne peux pas gérer un vrai homme, a-t-elle rétorqué. Tu as toujours été trop faible pour notre famille. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. De rage, d'indignation, de 3 années à accepter un traitement que je n'aurais jamais dû tolérer. Lorraine m'a pris doucement le téléphone. Tu veux que je bloque ce numéro? Bloque-les tous, ai-je dit. Toute sa famille. J'en ai fini. L'assistante sociale de l'hôpital m'a rendu visite ce soir-là. Elle s'appelait Patricia, une femme chaleureuse d'une 60aine d'années spécialisée dans les cas de violence domestique. Elle s'est assise sur la chaise à côté de mon lit et m'a parlé comme à un être humain, pas comme une victime ou un dossier. J'ai vu beaucoup de situations comme la vôtre, a dit Patricia. La question que tout le monde pose toujours est, pourquoi n'êtes-vous pas parti plus tôt? Pourquoi n'avez-vous pas vu les signes? Elle s'est penchée en avant. Et je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Les agresseurs ne commencent pas par des coups de poing. Ils commencent par de petites choses. Des commentaires qui sapent votre confiance. Des décisions qui vous isolent progressivement de vos amis et de votre famille. Un contrôle financier qui se met en place si lentement que vous ne le remarquez pas avant d'être piégé. J'ai repensé aux 3 dernières années. Comment Travis m'avait suggéré de quitter mon travail à plein temps pour travailler en freelance depuis la maison, disant que ce serait moins stressant.
Comment il m'avait convaincu que nous n'avions pas besoin d'une carte de crédit commune parce qu'il gérait toutes les finances. Comment il avait progressivement cessé de vouloir rendre visite à mes parents, ayant toujours une excuse pour ne pas pouvoir venir au dîner du dimanche. Il m'isolait, ai-je dit lentement, la prise de conscience me frappant comme un coup. Très efficacement, a confirmé Patricia. Et sa famille l'a aidé. Ils vous ont fait douter de vous-même, vous ont fait sentir que vous n'étiez jamais assez bien, que vous ne faisiez jamais ce qu'il fallait. Des tactiques d'abus classiques. Elle m'a tendu une pile de brochures sur les ressources en matière de violence domestique, les groupes de soutien, les services de conseil. La guérison n'est pas seulement physique, a-t-elle dit. Vous aurez besoin d'aide pour traiter tout cela sur le plan émotionnel et psychologique. Il n'y a aucune honte à cela. J'ai pris les brochures, sentant leur poids dans mes mains. 3 ans de ma vie partis, mais j'étais toujours là, et mes filles se battaient dans leur couveuse, devenant plus fortes chaque jour. Merci, ai-je dit à Patricia, de me voir comme plus qu'un simple cas. Elle a souri. Vous n'êtes pas un cas. Vous êtes une survivante. Ne l'oubliez pas. Cette nuit-là, après que les infirmières eurent terminé leur ronde et que l'hôpital se fut installé dans une obscurité tranquille, je suis descendue à l'unité de néonatologie. L'infirmière de service m'a laissé entrer avec un sourire compatissant. Je me tenais entre les 2 couveuses, regardant mes filles. Grace dormait, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant régulièrement. Les yeux de Hope étaient ouverts, sans focus, mais alertes. J'ai posé mes mains sur leur couveuse, en prenant soin de ne pas déranger les fils et les tubes qui les maintenaient en vie. Je suis désolée, ai-je murmuré. Je suis désolée que votre père soit ce qu'il est. Je suis désolée que vous commenciez la vie dans ces boîtes au lieu d'être en sécurité à la maison. Mais je vous promets quelque chose, maintenant. Les larmes coulaient sur mon visage. Je vous promets que vous ne douterez jamais, jamais, que vous êtes aimé. Vous ne vous demanderez jamais si vous méritez d'être protégé. Vous grandirez en sachant que personne, absolument personne, n'a le droit de vous faire du mal. La petite main de Hope a bougé, ses doigts s'ouvrant et se fermant. Un instant, je me suis permis de croire qu'elle comprenait. Les mois suivants ont été un tourbillon. Lorraine m'a trouvé une avocate, une femme redoutable nommée Christine Duval, spécialisée dans les cas de violence domestique. Christine a jeté un œil au dossier de l'hôpital, aux dépositions des témoins et aux enregistrements de sécurité, et a pratiquement salivé. Nous allons le détruire au tribunal, a-t-elle promis. Mais d'abord, sécurisons vos biens et sortons-vous de cette maison. Christine a travaillé vite. En quelques jours, elle a gelé tous les comptes communs, a demandé le divorce en urgence et a obtenu une ordonnance restrictive contre Travis, sa mère, son père et sa sœur. Aucun d'eux n'était autorisé à s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de mes filles. Les parents de Travis ont essayé de contester. Gérald a engagé un avocat coûteux qui a déposé motion sur motion, mais rien n'a tenu. Les preuves étaient trop accablantes, le crime trop public. Déborah a donné une interview à une chaîne d'information locale, prétendant que j'avais provoqué Travis et que j'étais une mère indigne. La réaction a été rapide et brutale. La vidéo est devenue virale, mais pas comme elle l'espérait. Des milliers de commentaires ont condamné sa défense de la violence domestique. Mes filles sont rentrées de l'hôpital à l'âge de 4 semaines. Je les ai nommées Grace et Hope, car c'est à cela que je devais m'accrocher pendant ces jours sombres. Lorraine a emménagé temporairement pour m'aider avec les jumelles. Mes parents sont rentrés plus tôt de leur croisière, horrifiés en apprenant ce qui s'était passé. Mon père, habituellement l'homme le plus doux du monde, a dû être physiquement retenu pour ne pas aller à la prison affronter Travis. Le procès a eu lieu 18 mois plus tard. Je me suis assise à la barre des témoins et j'ai raconté mon histoire, ma voix stable malgré les larmes qui coulaient sur mon visage. J'ai montré au jury des photographies de l'ecchymose sur mon visage, les dossiers médicaux documentant le traumatisme de mon abdomen. Le personnel de l'hôpital a témoigné des mesures d'urgence nécessaires pour sauver mes filles après l'agression. Lorraine a décrit m'avoir trouvée seule et en travail. Puis ils ont diffusé l'enregistrement de sécurité. La salle d'audience est devenue silencieuse alors que nous regardions Travis me frapper à l'écran. Plusieurs jurés ont visiblement tressailli.
Une femme a couvert sa bouche, le visage pâle. Même le juge semblait secoué. L'avocat de Travis a tenté de plaider la folie passagère, la détresse émotionnelle, la provocation. Christine a démoli chaque argument avec une précision chirurgicale. Elle a présenté des preuves de l'abus financier, des dettes de jeu, du schéma consistant à prioriser les exigences de sa mère par rapport aux besoins de sa femme. Elle a appelé des experts médicaux qui ont témoigné du danger que Travis avait fait courir à moi et au bébé. Le jury a délibéré moins de 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge a condamné Travis à 8 ans de prison. Ses parents ont également été accusés de fraude financière et d'une sorte d'abus sur personnes vulnérables pour leur rôle dans le drainage de mes comptes. Ils ont écopé d'une probation et ont été condamnés à payer un dédommagement. Mais la vraie vengeance, la vraie justice, est venue de ce qui s'est passé après. En examinant nos finances avec Christine, nous avons découvert que le grand-père de Travis lui avait laissé un fonds en fiducie d'une valeur de près de 2 millions de dollars. Le fonds devait être débloqué lorsque Travis aurait soit 40 ans, soit des enfants, selon la première éventualité. Grace et Hope étaient les enfants de Travis, et selon les documents de la fiducie, si Travis était reconnu coupable d'un crime violent, les fonds iraient à sa progéniture. Le grand-père de Travis avait apparemment écrit cette clause après que le père de Travis, Gerald, avait été arrêté pour agression des décennies plus tôt. Le vieil homme avait vu le schéma de violence dans sa famille et voulait protéger les générations futures. Chaque centime de ces 2 millions de dollars est allé directement dans une fiducie pour mes filles. Travis ne pouvait pas y toucher. Ni ses parents. L'argent paierait leur éducation, leur avenir, tout ce qu'elles méritaient. Christine m'a également aidé à poursuivre Travis et sa famille pour dommages émotionnels et frais médicaux. Le tribunal m'a accordé la maison en pleine propriété, plus 300 000 dollars supplémentaires en dommages et intérêts. Deborah et Gerald ont dû vendre leur maison de vacances pour payer leur part. Le procès civil a révélé encore plus de choses. Christine avait engagé un expert comptable judiciaire nommé Robert Chen, un homme méticuleux capable de suivre des pistes financières qui semblaient impossibles à suivre. Ce qu'il a découvert était stupéfiant. Votre mari ne faisait pas que jouer, a expliqué Robert lors d'une réunion dans le bureau de Christine. Il a étalé une série de tableaux et de graphiques sur la table de conférence. Il dirigeait un système sophistiqué de blanchiment d'argent pour ses associés de jeu. Il lui donnait de l'argent liquide. Il le déposait en petites quantités sur plusieurs comptes pour éviter d'être repéré, puis le virait sur des comptes offshore. Il touchait un pourcentage sur chaque transaction. J'ai eu l'estomac noué. Un cas d'école, a confirmé Robert. Nous avons identifié au moins 37 transactions au cours des 18 derniers mois, totalisant près d'un demi-million de dollars de fonds blanchis. Le FBI est maintenant impliqué. Ce ne sont plus seulement des accusations au niveau de l'État. Christine semblait sombrement satisfaite. Cela change tout. Les accusations fédérales entraînent des peines beaucoup plus longues. Le procès au niveau de l'État aura lieu en premier, mais les procureurs fédéraux sont en train de monter leur dossier. Entre les deux procès, Travis risque au minimum 15 à 20 ans. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. L'homme que j'avais épousé était essentiellement un étranger, quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. Il y a un autre développement, a poursuivi Christine. Vous vous souvenez de ces messages menaçants que la police a trouvés? Ils ont arrêté 2 des associés de Travis qui proféraient ces menaces. Il s'avère qu'ils prévoyaient de vous utiliser, vous et les bébés, comme moyen de pression pour forcer Travis à payer ce qu'il devait. Vous étiez en réel danger. Mon sang s'est glacé. Quoi? Quand cela s'est-il passé? Les arrestations ont eu lieu il y a 3 semaines. L'inspectrice Morrison ne voulait pas vous le dire tant qu'il n'était pas certain que la menace était neutralisée. 4 hommes au total étaient impliqués dans le complot. Tous sont maintenant en détention pour extorsion et conspiration. J'ai pensé à toutes ces nuits où j'avais dormi dans la maison, ignorant que de dangereux criminels auraient pu m'observer, planifier. Le garde de sécurité devant ma chambre d'hôpital n'avait pas été une réaction excessive. C'était nécessaire. Une partie de moi se sentait triomphante. Une autre, dévastée.
C'était l'homme que j'avais aimé, l'homme avec qui j'avais promis de passer ma vie. Comment avais-je pu passer à côté de tout ça? Comment avais-je partagé un lit avec quelqu'un qui était essentiellement un criminel de carrière? La bonne nouvelle, a poursuivi Robert en sortant un autre document, c'est que nous avons identifié plusieurs biens que Travis avait cachés. Un box de stockage rempli d'électronique, de bijoux et d'autres objets qu'il détenait comme garantie pour des prêts. Une voiture de collection enregistrée au nom d'une société écran. Même un petit compte d'investissement qu'il avait ouvert en utilisant le nom de jeune fille de sa mère. De combien parle-t-on, ai-je demandé. Au bas mot, 120 000 $ de plus une fois que tout sera liquidé. Tout cela est sujet à la saisie des avoirs dans l'affaire fédérale, mais Christine plaide pour que cela vous revienne, à vous et aux enfants, à titre de dédommagement, car cela a été gagné grâce à des crimes commis pendant votre mariage. Le processus judiciaire s'est éternisé pendant des mois. Chaque fois que je pensais que nous en avions fini, un nouveau développement surgissait. Travis a essayé de négocier, offrant de témoigner contre ses associés de jeu en échange d'une réduction de peine. Les procureurs n'étaient pas intéressés. Ils avaient déjà toutes les preuves dont ils avaient besoin. Deborah et Vanessa ont lancé une campagne de rumeurs dans notre quartier, racontant à qui voulait l'entendre que j'étais une croqueuse de diamants qui avait piégé Travis avec une grossesse, puis inventé des allégations d'abus pour voler son héritage. La plupart des gens ont vu clair dans leur jeu, surtout après que l'enregistrement de sécurité a fuité en ligne. Une chaîne d'information locale a fait un reportage sur la violence domestique pendant la grossesse, et mon cas en est devenu la pièce maîtresse, bien qu'il ait gardé mon identité anonyme. Les retombées pour la famille de Travis ont été sévères. Gérald a perdu son poste au conseil d'administration de son country club. L'organisation caritative de Deborah lui a discrètement demandé de démissionner. Les fiançailles de Vanessa avec son riche petit ami ont pris fin lorsque la famille de ce dernier a vu les images du tribunal et a réalisé avec quel genre de personnes ils avaient failli s'allier par le mariage. J'aurais dû me sentir vengée. Au lieu de cela, je me sentais surtout épuisée. Mes parents ont emménagé temporairement pour m'aider avec Grace et Hope. Ma mère, Hélène, avait été horrifiée en apprenant tout ce qui s'était passé pendant mon mariage. Elle s'en voulait de ne pas avoir vu les signes, de ne pas avoir insisté davantage lorsque je trouvais des excuses pour ne pas leur rendre visite plus souvent. Je pensais que tu étais juste occupée avec la grossesse, avait-elle dit, les larmes aux yeux. Je pensais que tu étais heureuse. Je pensais aussi être heureuse, avais-je admis. C'est comme ça que ça marche. On ne se rend pas compte qu'on est dans une cage jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la porte. Mon père, Roger, était moins verbal sur ses sentiments, mais plus actif pour les canaliser. Il a passé des semaines à m'aider à sécuriser la maison pour les enfants, à installer un système de sécurité et à rénover la chambre des bébés. Chaque clou qu'il plantait semblait porter le poids de sa colère face à ce que Travis avait fait à sa fille. Lorraine est restée une présence constante, apportant les courses, gardant les enfants quand j'avais des rendez-vous juridiques, et s'asseyant simplement avec moi pendant les nuits difficiles où le traumatisme semblait écrasant. Elle a mis sa propre vie en pause pour m'aider à reconstruire la mienne. Tu n'es pas obligé de faire tout ça, lui ai-je dit un soir alors que nous plions de minuscules bodys dans le salon. Grace et Hope dormaient dans leur berceau à proximité. Si, je le dois, a dit fermement Lorraine. Tu m'as aidé à traverser ma dépression après la mort de ma mère. Tu te souviens? Tu m'as laissé rester dans ta chambre de dortoir pendant 2 semaines, même si c'était contre le règlement. Tu m'apportais à manger parce que je n'arrivais pas à sortir du lit. Je ne fais que te rendre l'appareil. C'est bien plus que de m'apporter des sandwichs pendant 2 semaines. Elle a souri. Peut-être, mais c'est ce que font les amis. On est là. Et puis, je deviens très douée pour changer les couches. Je saurai peut-être quoi faire quand j'aurai mes propres enfants un jour. Le groupe de soutien que Patricia avait recommandé se réunissait tous les mardis soirs au centre communautaire. J'ai commencé à y assister lorsque les jumelles avaient 2 mois, les laissant avec ma mère pour les sessions de 2 heures. Entrer dans cette pièce pleine de femmes avec des histoires similaires était à la fois déchirant et stimulant. Il y avait Jennifer, dont le mari l'avait poussée dans les escaliers alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Il y avait Angela,
dont le petit ami avait refusé de la laisser aller au rendez-vous prénataux parce qu'il était convaincu que le bébé n'était pas le sien. Il y avait Rachel, dont la belle-mère avait tenté de la forcer à abandonner son bébé pour adoption afin que la famille ne soit pas un fardeau. Nous partagions nos histoires, nos victoires, nos revers. Nous célébrions les étapes importantes de chacune. Un divorce finalisé, une ordonnance restrictive accordée, un nouvel emploi commencé. Nous nous soutenions mutuellement lorsque les souvenirs devenaient trop lourds à porter seuls. Comment arrête-t-on d'être en colère, ai-je demandé au groupe lors d'une session. Parce que je suis tellement en colère tout le temps et je ne veux pas que mes filles grandissent avec une mère amère. Une femme plus âgée nommée Suzanne, qui avait quitté son mariage abusif il y a 30 ans, a pris la parole. On n'arrête pas d'être en colère. On apprend à la transformer. La colère est une énergie. On peut la laisser nous détruire ou la canaliser en quelque chose de productif. Comme quoi, a demandé une autre femme. Comme s'assurer que votre histoire aide quelqu'un d'autre, a dit Suzanne. Comme transformer votre douleur en une raison d'être. Ces paroles sont restées avec moi. Après la session, j'ai approché l'animatrice du groupe, une assistante sociale nommée Diana. Comment fait-on pour créer une fondation, ai-je demandé. Quelque chose pour aider les femmes dans des situations comme la nôtre? Les yeux de Diana se sont illuminés. Vous êtes sérieuse? J'ai un peu d'argent du règlement, ai-je expliqué. Et j'ai une histoire qui doit être racontée. Si je peux utiliser les deux pour aider ne serait-ce qu'une seule femme à s'en sortir avant que les choses ne deviennent aussi graves que pour moi, n'est-ce pas la peine de le faire? Elle m'a donné une liste de ressources, de contacts, d'exigences légales. C'est devenu mon projet pendant ces longues nuits où le sommeil ne venait pas. Quand le traumatisme essayait de me ramener dans l'obscurité, je faisais des recherches sur les organisations à but non lucratif, je rédigeais des énoncés de mission et je créais des plans d'affaires. La fondation Grace et Hope, nommée d'après mes filles, dédiée à aider les femmes enceintes à échapper à la violence domestique. Nous fournirions un logement d'urgence, une assistance juridique, une garde d'enfants et des conseils financiers. Tout ce que j'aurais souhaité avoir pendant mon mariage. Christine m'a aidé avec les formalités juridiques pour créer l'organisation. Robert Chen s'est porté volontaire pour s'occuper de la mise en place financière et de la comptabilité. Lorraine s'est inscrite comme premier membre du conseil d'administration. Même l'inspectrice Morrison a accepté de siéger au conseil consultatif, apportant une perspective des forces de l'ordre. Vous le faites vraiment, a dit Christine avec quelque chose comme de la fierté dans la voix alors que nous déposions les statuts. Vous prenez la pire chose qui vous soit jamais arrivée et vous la transformez en quelque chose qui aidera des milliers de femmes. Je le dois, ai-je dit simplement. Sinon, à quoi tout cela aurait-il servi? Je me tenais dans le couloir du palais de justice après la lecture du jugement final, tenant mes filles qui avaient maintenant 1 an. Grace a gloussé et a tendu la main vers mes cheveux. Hope somnolait paisiblement contre mon épaule. Déborah a tenté de nous approcher une dernière fois. L'huissier l'a arrêtée avant qu'elle ne s'approche à la distance de l'ordonnance restrictive, mais elle a crié à travers l'espace quand même. Tout ça, c'est de ta faute. Tu as détruit notre famille. Ces bébés devraient l'avoir Travis dans leur vie. Je l'ai regardée, cette femme qui avait préféré une virée shopping à la vie de ses petits-enfants, et je n'ai ressenti que de la pitié. Non, ai-je dit calmement. Travis a détruit notre famille quand il a choisi de me frapper au lieu de nous protéger. Vous avez détruit votre relation avec ses filles quand vous avez appris à votre fils que les femmes sont moins importantes que des sacs à main. Ces bébés méritent mieux qu'un père qui agresserait littéralement leur mère enceinte. Je me suis retournée et je suis partie. Mes filles en sécurité dans mes bras, la tête haute. 3 ans ont passé depuis ce jour terrible. Grace et Hope ont 3 ans maintenant, brillantes, drôles et pleines de vie. Grace a mes cheveux noirs et les yeux bleus de Travis, même si j'essaie de ne pas y penser. Hope ressemble trait pour trait à ma mère. Des boucles dorées et un rire contagieux. Nous vivons dans une maison différente maintenant, une que j'ai achetée avec l'argent du règlement. Elle est plus petite que la maison que Travis et moi partagions, mais elle est à nous, libre de mauvais souvenirs et de membres de la famille toxique. Lorraine a déménagé une fois que je me suis remise sur pied, mais elle vient nous voir chaque semaine.
Mes parents sont des habitués, compensant le grand-père que leurs petites filles ne connaîtront jamais vraiment. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir porté plainte. Si je me sens mal que mes filles grandissent sans leur père. La réponse est toujours la même. Non. Mes filles méritent de grandir en sachant que l'abus n'est jamais acceptable. Qu'elles ne devraient jamais se contenter d'un homme qui les traite comme Travis m'a traité. Elles méritent de voir leur mère forte, pas brisée. Travis écrit parfois des lettres de prison. Elles restent non ouvertes dans un classeur au bureau de Christine. Peut-être qu'un jour je les donnerai à Grace et Hope, les laisserai décider si elles veulent une relation avec leur père, mais c'est dans des années, et d'ici là, elles seront assez grandes pour comprendre toute l'histoire. J'ai créé la fondation Grace et Hope, dédiée à aider les femmes enceintes à échapper à la violence domestique. Nous nous réunissons 2 fois par mois au centre communautaire. Entendre les histoires d'autres femmes, les voir reconstruire leur vie, me rappelle pourquoi je me suis battue si fort, pourquoi je continuerai à me battre. La semaine dernière, Hope m'a regardé avec ses grands yeux noisettes et a demandé « Maman, où est notre papa ?» J'ai pris une profonde inspiration et lui ai dit la vérité, en des termes adaptés à son âge. Ton papa a fait de très mauvais choix et a blessé des gens. Il apprend que les actions ont des conséquences. Comme quand je frappe Grace et que je dois aller au coin, a-t-elle demandé. Oui, ma chérie. Exactement comme ça. Mais le coin des grands dure beaucoup plus longtemps. Elle a semblé satisfaite de cette réponse et est retournée jouer avec ses poupées. J'ai repris le travail l'année dernière, acceptant un poste dans une agence de marketing qui offre des horaires flexibles et des options de télétravail. L'argent n'est plus aussi serré grâce aux intérêts du fonds en fiducie et au règlement, mais je voulais travailler. Je voulais montrer à mes filles que les femmes peuvent être indépendantes et fortes. Sortir avec quelqu'un ne m'a même pas traversé l'esprit. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je me concentre sur ma guérison et sur l'éducation de 2 incroyables petites filles. Parfois, je pense à cet après-midi, aux contractions, à la terreur et au point de Travis heurtant mon ventre. Je pense à la façon dont les choses auraient pu tourner si Lorraine n'était pas passée. Si les médecins n'avaient pas pu sauver mes bébés. Si le coup de poing de Travis avait été juste un peu plus fort. Mais surtout, je pense à ce qui est venu après. La force que j'ai trouvée en moi et que je ne soupçonnais pas. Le système judiciaire fonctionnant comme il se doit. Mes filles dormant paisiblement dans leur lit, en sécurité, aimées et protégées. Travis m'a pris beaucoup ce jour-là. Ma confiance, mon mariage, mon sentiment de sécurité. Mais il n'a pas pu prendre la chose la plus importante. Il n'a pas pu prendre mes enfants et il n'a pas pu briser mon esprit. J'ai survécu. Mes filles ont prospéré. Nous avons gagné. Et alors que je borde Grace et Hope chaque soir, embrassant leur front et murmurant combien je les aime, je sais que c'est la meilleure des vengeances. Bien vivre, malgré tout ce qu'il a essayé de détruire.